Alors mes chers collègues, bon là ça va. Donc on est heureux de vous accueillir, Monsieur Brault, délégué général de la Caisse des congés spectacles. Je vous présente parce qu'en plus c'est retransmis. On vous remercie. Donc, et comme vous le savez, notre mission d'information porte sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques. Et on a pu constater lors de nos précédentes auditions, puisque ça fait plus de 3 mois qu'on auditionne, que le secteur du spectacle était régi par de nombreux dispositifs spécifiques, dont la caisse dont vous avez la responsabilité. Donc il faudra nous expliquer rapidement sa fonction et son utilité. Je dois dire que la question on essaie de regarder toutes les questions de couverture sociale, évidemment. Ça ne vous surprendra pas la question de l'intermittence, mais la question du régime des congés payés, pour le moment, a été peu abordée par les personnes que nous avons reçues. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas débat. Je pense qu'on sera amené à évoquer le rapport de la Cour des comptes sur la question. Donc on compte sur vous pour nous éclairer sur ces questions, les règles applicables justement en matière de congés payés et aussi pour le public des intermittents, les missions de la Caisse et comment elle s'en acquitte. Je vous propose de procéder assez simplement, que vous nous fassiez un propos liminaire et puis peut-être que dans un deuxième temps, je vous pose quelques questions. On verra si nous sommes rejoints par d'autres collègues. Je crains que non, vu l'actualité, mais je préférais quand même maintenir cette audition parce qu'on a un rythme soutenu d'audition et si on commence à les différer, je pense que nous n'arriverons pas à tenir le programme de travail que nous sommes fixés. Oui. Donc, je remonte à 1936. Les lois sur le congé payé, certains salariés étaient exclus des lois de 1936 parce qu'ils avaient une multiplicité d'employeurs. Le législateur a demandé aux employeurs de ces secteurs de se regrouper en associations pour qu'elles constituent des caisses qui allaient offrir à ces salariés non pas un congé en temps, mais un congé en argent. Et depuis 1939, nous avons conservé cette très grande stabilité réglementaire et nous fonctionnons toujours sur le même principe, j'y reviendrai plus tard, qui est calqué sur le droit commun du congé payé et non pas sur le régime dérogatoire des contrats à durée déterminée. La Caisse, rapidement, c'est donc 2 départements opérationnels, un premier département adhérent, qui va recueillir auprès des employeurs les cotisations et les déclarations nominatives qui sont en fin de compte les contrats de travail qui en France lient chaque année un intermittent et un employeur. Ces déclarations nominatives vont permettre à l'autre département, qui est le département bénéficiaire, de verser en une seule fois une indemnité de congé payé calculée à partir des 10% du salaire brut, qui est l'indemnité brute, qui va être reversée en une seule fois à l'intermittent. J'aurais pu commencer par vous donner 4 chiffres pour mesurer l'ampleur du système. Nous avons 37 000 employeurs. Nous avons 150 000 bénéficiaires payés. Je recueille 3 millions de déclarations nominatives, qui sont les 3 millions de contrats de travail qui lient chaque année en France un intermittent à un employeur. Ces contrats de travail, ça représente une masse salariale de 2 milliards d'euros, qui est l'assiette sur laquelle est assise le taux de cotisation appliqué par la Caisse. On reviendra, si vous voulez bien, plus tard sur le mode de calcul de ce taux, puisqu'une des particularités, c'est que les caisses de congés fixent elles-mêmes le taux d'appel. Et donc assiette de 2 milliards d'euros sur lequel s'applique un taux de cotisation, ce qui fait que j'encaisse à peu près chaque année un peu plus de 300 millions
d'euros de cotisation. Oui. Alors vous parliez d'un taux tout à l'heure de 10%. Oui, alors 10%. 10% sur 2 milliards, ça fait pas 300 millions, donc il y a un truc. Oui, alors le premier élément très important, c'est que la Caisse se substitue aux employeurs pour le paiement des charges sociales afférentes au congé. Le congé payé, c'est du salaire. C'est du salaire, en l'occurrence, qui est là différé. Mais donc, ce salaire, ce taux, tient compte des charges que je vais payer sur les indemnités de congés payés des intermittents que je leur verse. Si j'ai bien compris, ça veut dire que pour l'employeur, c'est 15% le taux de cotisation. Là. Pour l'employeur, c'est 15,2%. Ah oui. Dans ces 15,2%, il y a 10% de salaire brut. Le système de la Caisse fait que l'année suivante, l'intermittent bénéficie d'un congé sur congé. Donc à ce moment-là, je vais encore lui verser 1%. Et puis encore 0,1%. Donc en fin de compte, sur les 15,20%, il y a 11,11% qui reviendront aux bénéficiaires. Il y a les charges sociales, ça c'est l'autre point important. Il y a le fonctionnement de la Caisse. Il y a le système de la mutualisation qui fait que la Caisse jusqu'à maintenant n'est pas soumise à l'AGS. Mais le système de la mutualisation fait que le droit au congé est ouvert à partir du moment où j'ai recueilli la déclaration de l'employeur, même et surtout s'il est défaillant dans le paiement de sa cotisation. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Quand on parle de la Caisse, on parle du système mutualisé du congé payé. C'est parce qu'il y a cette mutualisation entre employeurs pour ce service du congé payé. Et le cas extrême, c'est un liquidateur judiciaire qui effectue les déclarations nominatives manquantes au cours de la liquidation. Je sais très bien qu'il n'y a plus un seul euro d'actif, que je n'aurai jamais de cotisation, mais quand bien même je vais payer l'indemnité puisque j'ai la déclaration nominative. Ce qui ouvre le droit, c'est la déclaration faite, ce n'est pas le paiement de la cotisation. Ça, c'est un point très important de notre dispositif. Ça veut dire que vous, par rapport, je ne sais pas comment on pourrait dire, le droit commun, vous substituez à l'AGS. Oui, enfin, oui. Vous en tenez lieu, si je puis dire. On en tient lieu. Et dans le calcul du taux, la mutualisation entre employeurs est aussi bien moins chère que le taux d'AGS. Dans le calcul du taux, puisque nous y sommes, il y a un élément, je vous ai donné les éléments qui étaient à sa constitution. Maintenant, il y a des éléments qui peuvent le minorer. Les éléments qui minorent le taux, ça va être d'abord les impayés, parce que tous les intermittents ne font pas leur déclaration, ne font pas leur demande de congé payé. Donc, à terme, ça va être réintégré dans le taux. Et puis l'autre élément qui n'est pas en cours en ce moment, mais qui l'a été pendant de très nombreuses années, vous avez compris que j'avais un flux très important de trésorerie, dans la mesure où, quand j'encaisse des cotisations, je décaisse quand je paye les intermittents, mais en même temps, j'encaisse pour l'année suivante. Donc, la Caisse dispose de fonds de placement qui fait qu'elle est un investisseur institutionnel de la place, et les produits financiers concourent à la maîtrise du taux. Mais le taux, il évolue pas, si ? Le taux évolue. Le taux évolue dans la mesure... Alors, il pourrait ne pas évoluer si on ne faisait rien. Depuis plusieurs années, et pour répondre à l'un des principaux griefs de la Cour des comptes, on a cherché à mieux payer les intermittents, c'est-à-dire que ceux qui ne faisaient pas leur demande, à les relancer pour qu'ils récupèrent leurs droits. Et mécaniquement, ce taux de paiement a augmenté, donc forcément le taux de cotisation a augmenté aussi. Quelque chose vous échappe? Non, non, non. Et c'est fixé où? C'est un conseil d'administration? Alors, qui détermine le taux alors? C'est le conseil d'administration qui détermine le taux. Il est voté. Mais à quel rythme? Annuellement ou... Annuellement, nous avons un exercice décalé du 1er avril au 31 mars. Au mois de décembre, chaque année, le conseil d'administration fixe le taux pour l'exercice suivant.
qui peut-être le taux peut être maintenu d'une année sur l'autre. Il ne change pas de tout. Les deux taux, ou vous avez une équation entre les deux? Le taux de paiement et le taux de cotisation? Non, le taux de paiement, c'est le résultat des actions de la caisse. Le taux de cotisation, c'est les 15-20 actuels que l'on appelle auprès des employeurs pour recouvrer les cotisations. Et les fluctuations ont été importantes, enfin, sur les 10-20 dernières années? Alors, je voulais pas, je ne sais pas si vous devez l'avoir dans les documents que j'ai fournis. Il était de 14,25 en 2007 et il est de 15,20 cette année. Donc, il a augmenté de 0,95. Donc ça veut dire que vous êtes par ailleurs, si vous arrivez à bouger comme ça, un régime équilibré. Enfin, un régime, c'est pas un régime, c'est une caisse équilibrée. C'est une caisse équilibrée pour deux raisons. La première, parce que je ne décaisse que ce que j'ai préalablement encaissé, à la mutualisation près. Cette mutualisation, pour vous donner un chiffre, j'ai 3 millions d'irrécouvrables chaque année sur 300 millions de cotisations. Donc ça veut dire que j'ai un taux de recouvrement de 99%. Ça, pour l'instant, je pense qu'on est sur la place, certainement très très bien placé. Voilà, donc ça c'est le taux de recouvrement, mais ça venait avant autre chose. J'ai perdu le fil de mon idée. Sur l'équilibre. Oui, sur l'équilibre. Donc, aux irrécouvrables prêts, mais qui sont provisionnés, donc qui sont calculés dans le taux. Il y a l'autre élément, c'est que le législateur m'impose d'avoir une réserve financière de 10% des encaissements de l'année antérieure. Et dans les documents, je vous trouve la sagesse du législateur. Tout à fait. Mais à l'époque, il avait été très très prévoyant et très très prudent aussi. Et donc, sur 300 millions, je dois détenir au moins 30 millions de réserves. Vous avez dans les chiffres que ma réserve actuelle est d'environ 40 millions, ce qui me donne, si je le traduis en années de fonctionnement, 4 années de fonctionnement devant moi. J'ai à peu près 10, la caisse, pour fonctionner, c'est 9 millions. J'ai 40 millions de réserves. 9 millions, c'est vos frais de structure. Voilà, c'est la question que j'avais posée, d'accord. Voilà. Et alors, je n'ai pas dû lire les documents. En gros, la composition du conseil d'administration? Alors, la composition du conseil d'administration, il est divisé en 3 collèges, qui sont le spectacle vivant, la production audiovisuelle, la production cinématographique. Ce conseil et les membres sont élus pour 6 ans, renouvelables par tiers tous les 2 ans. Et ce ne sont que des employeurs. Nous sommes une association totalement patronale, absolument pas un organisme paritaire, puisque c'est dans le prolongement des lois de 1939 où le législateur avait demandé aux employeurs du secteur de se constituer en association. Nous avons conservé ce statut d'association loi 1901. Et nous sommes donc un organisme totalement patronal avec un conseil d'administration uniquement composé d'employeurs actifs. Nous n'avons même pas de représentants d'organisations syndicales patronales. Il n'y a que des employeurs. Par exemple, vous avez au mois de novembre reçu... C'est une élection directe, c'est pas Syndéac ou etc. qui désigne leurs membres. Vous avez reçu les syndicats d'employeurs, vous avez reçu le patron de la FESAC. Ils ne siègent pas au conseil d'administration. Ce sont des employeurs actifs élus directement qui siègent. D'accord. Bon, tout va bien alors. Presque. Bon, alors pourquoi la Caisse des dépôts s'en est pris, la Caisse des dépôts, la Cour des comptes s'en est pris à vous alors? Écoutez, elle s'en est pris, c'est une histoire très longue. La Caisse, je vais pouvoir vous expliquer ça. Elle s'en est pris à nous dans un rapport, dans un contrôle qui a eu lieu en 2007, qui a été fuité en 2008 et qui est sorti en 2009. Je note par ailleurs que
entre ce qu'il y avait dans la presse en 2008 et ce qu'il y avait dans le rapport public en 2009 est totalement différent. Pourquoi la Cour des comptes veut la suppression de la caisse, je ne le sais pas, je ne lui ai pas demandé. Je sais simplement que depuis ma prise de fonction en 2009, les pouvoirs publics ont répondu à cette préconisation de suppression par une autre mesure qui est l'adossement de la caisse ou l'intégration de la caisse dans le groupe de protection sociale du secteur qui est Audience. Mais ce n'est pas fait du tout. C'est pas fait. Juste le montant moyen ou médian, enfin, ou les deux, de ce que vous versez. Alors, c'est dans le rapport du Conseil d'administration. Pour l'exercice 2011, nous avons versé une indemnité de congé à 146 000 bénéficiaires pour un montant moyen de 1 473 €. Les indemnités versées, charges sociales et fiscales incluses. J'ai pas suivi. 146 000, vous avez dit pour 133. Une indemnité moyenne de 1 473 €. C'est pas rien. Et le montant des indemnités de congés versées, charges sociales et charges fiscales incluses, s'élève à 294 millions. Oui, 1400. Comment vous expliquez, enfin ça doit pas être un profond mystère, hein, le chiffre différent, donc vous êtes à 146 000 bénéficiaires, donc est nettement supérieur au chiffre d'intermittents, puisqu'on est autour de, on le voyait l'autre jour, on pense que c'est plutôt autour de 90 000 personnes physiques, et si on prend l'autre chiffre, 108 000 personnes qui touchent une fois dans l'année l'indemnité. Et vous êtes à 146 000. C'est pas clair ma question. Non, parce que vous avez des chiffres qui sont bien en deçà, me semble-t-il, de la réalité. Moi, j'ai. C'est les chiffres de Pôle Emploi, ça. Mais c'est les chiffres des indemnisés de Pôle Emploi. Voilà. Vous occultez la grande majorité de tous ceux qui travaillent, qui à partir du moment où ils ont travaillé. C'était là que je voulais en venir, mais je voulais que vous le disiez. Voilà, les employeurs ont fait une déclaration nominative, et à ce moment-là, il y a un droit, et si ils me le demandent, je le paye. C'est pour ça que j'arrive à 146 000. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que je voulais. Enfin, je pensais que c'était ça la réponse. Mais donc, ça veut dire quelqu'un qui a un cachet, oui, hein, il a quand même un droit. Bien sûr. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour, évidemment. Pour l'indemnisation. Voilà. Alors, il n'y a aucun plancher. Aucun plancher. Un droit, on a cotisé. C'est un droit. C'est un droit, exactement. Et à partir du moment où l'activité a été déclarée, je lui envoie l'imprimé appelé demande de congé qu'il doit me retourner pour que ce droit se transforme en un versement d'indemnité. Pour les chiffres sur les intermittents, puisque nous en parlons, je paie 146 000 intermittents, ce qui représente 94%, c'est mon taux de paiement actuel. Je paie 84. Je vais vous embrouiller. C'est quoi les 6% qui restent? Les 6% qui restent, ce sont les fameux impayés dont je vous parlais. Ah oui. Voilà. Dans ces 6%, vous avez la moitié, 3%, qui sont des intermittents parfaitement identifiés qui ne font pas leur demande, bien qu'on leur ait envoyé, bien qu'on les ait relancés. Et il y a 3% qui sont des salariés pour lesquels on a une déclaration d'employeur, mais pour lesquels on n'a pas d'immatriculation. Donc on ne peut pas les enregistrer, on ne peut pas les payer. Parce que pour payer un intermittent, il faut qu'il soit immatriculé. J'ai besoin de quelque chose d'essentiel qui est une référence bancaire. Donc il y a... Quand vous dites immatriculé, c'est immatriculé chez vous? Immatriculé à la caisse. Le salarié, quand il travaille pour la première fois, doit s'immatriculer à la caisse, ou certains employeurs immatriculent les nouveaux salariés à la caisse. Pour votre information, j'ai chaque année entre 17 et 18 000 nouveaux intermittents qui entrent dans le secteur. De même que je suis un secteur, j'allais dire, très actif, puisque j'ai plus de 200 nouvelles créations d'entreprises par mois. D'employeurs.
C'est, je pense, deux particularités de ce secteur. Une très grande vitalité, à la fois dans les créations d'entreprises et à la fois dans l'arrivée de nouveaux salariés. C'est l'employeur qui verse. C'est l'employeur qui verse. Donc, quand vous dites, donc c'est par les employeurs que vous repérez les choses. Oui. Et quand vous dites qu'il y a des salariés qui, les 3%, les 3 premiers pourcents, je n'ai pas compris ce que. Alors, ce sont des salariés qui sont parfaitement immatriculés à la caisse, dont on a les références bancaires, oui, les années précédentes, dont on a les références bancaires, à qui on a envoyé une demande de congé vierge à nous retourner remplie. Il y a très peu de choses, hein. Ils valident les éléments présents, ils renseignent leur date de congé afin de matérialiser une prise effective du congé payé, calqué sur le mode du droit commun. Et à ce moment-là, ces 3%, ce sont des salariés qui ne nous retournent pas cette demande. Et pourquoi? Ils oublient parce que alors, c'est soit par que de l'intérêt à le faire, ou alors avoir peur de passer une tranche d'impôt. Mais c'est ce que j'allais dire. Fiscalement, je pense que certains ont intérêt à cumuler et à demander leur congé payé sur une année où ils auront moins d'activité. Mais ça frise le procès d'intention, donc j'en parle pas plus. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Alors, deux séries de questions. Une première série, à aucun moment il y a des plafonnements. C'est-à-dire que la cotisation sur le cachet, oui, elle est jamais plafonnée, que mon cachet soit de 500 € ou de 50 000 €. Alors, il y a dans ce secteur des plafonds. Vous avez dû en entendre parler si vous me posez la question. Ces plafonds, ils sont de deux natures. Soit ils sont négociés chaque année par les employeurs d'un secteur et les syndicats de salariés. Et dans ce cas-là, ils sont déterminés par un accord salarial. Soit les conventions collectives applicables du secteur prévoient des plafonds. Ces plafonds, l'application du plafond va plafonner le salaire brut du salarié. Je vous donne l'exemple. Un technicien, son employeur va lui donner un salaire de 300 € par jour. Il y a un plafond dans un accord entre le syndicat des employeurs et les syndicats de salariés qui met le plafond à 205 €. L'employeur, quand il va me faire sa déclaration, il va me déclarer salaire brut 300, base congé 205. Et moi, le droit va être ouvert et la cotisation qu'il va payer, comme le droit de l'intermittent, est ouvert sur ce plafond. Donc les plafonds ne sont pas les mêmes que pour les autres dispositifs que pour absolument pas. Les plafonds applicables à la caisse. Donc il y a un plafond de cotisation et un plafond de. Il n'y a pas de plafond il y a un plafonnement de la base congé, c'est-à-dire du salaire brut du salarié. C'est grand compte. Comment? C'est un plafond de l'assiette, si je puis dire. C'est un plafond de l'assiette. Et il y a un plafond du paiement? Non, il n'y a pas de plafond du paiement. Ok. Et s'il n'y a pas d'accord collectif? Comme le cinéma, là, ils ont l'air un peu agités. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de plafond. Et de toute façon. Ça veut dire que dans le cinéma, il n'y a pas de plafond. Parce que c'est là que ça se joue. Il y a des cachets importants, paraît-il. Non, je sais pas. Je suis venu sans les chiffres, donc je ne peux pas. Sinon, je peux toujours vous le donner par la suite. Là, comme ça, je ne suis pas capable de vous donner les professions. Tu sais, dans la production audiovisuelle, il y a des plafonds. Dans le cinéma aussi, mais je pense qu'il y a une convention collective qui doit le déterminer. Et les conventions collectives, le plus souvent, sous réserve de vérification, prévoient 3 fois le salaire minimum. Puisque les conventions collectives, souvent dans ce secteur, prévoient des salaires minimums. Quand vous dites qu'il n'y a pas de plafond pour le paiement? C'est-à-dire que moi, à partir du moment où l'indemnité est calculée, elle est versée. Bon, je prends un exemple, oui. N'importe quoi. Voilà. Un cachet de 100 000 €. Oui. Donc je cotise que sur 3 ou 4 SMIC, c'est ça? Pour bien comprendre le système, je caricature. On va caricaturer et on va reprendre mon exemple de technicien.
L'employeur lui paye un salaire brut de 300 € par jour. C'est toujours par jour, hein, chez moi, jour ou cachet. 300 € par jour. Il y a un plafond de l'accord qui dit 205 €. L'employeur va me payer une cotisation égale à 205 multiplié par 15,20. OK ? Et vous payez les 10, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Et moi, quand je vais payer l'indemnité de congé payé au bénéficiaire, je vais lui calculer une indemnité brute qui sera égale à 205 fois 10. Donc pour prendre dans mon vocabulaire, pour être sûr d'être bien d'accord, Oui. finalement, on calcule sur c'est l'assiette qui est plafonnée, Oui. donc elle plafonne à la fois la cotisation et le paiement. Et le paiement. D'accord. Mais par conséquence, pas par... Ok. L'application des plafonds est facultative et dans un sens plus favorable à l'employeur, il n'est pas obligé d'appliquer les plafonds. On voit bien des entreprises qui pourraient plafonner et qui ne plafonnent pas. Mais donc elles cotisent plus. Bien sûr. D'accord. Ok. Ah oui. Alors, quand vous nous indiquez les chiffres, donc 146 000, alors je ne sais plus si c'est des... bon, alors plus, peut-être 6%, enfin bon. Est-ce que vous pouvez, par rapport à notre travail, vous pouvez dire qu'en gros, donc, c'est ça le nombre de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, utilisent le CDDU dans ce secteur-là? Oui. C'est important pour nous parce que ça nous donne le... Bah, si vous voulez... Est-ce que vous êtes les seuls à les... enfin, mais à les immatriculer, si je puis dire. Oui, je suis le seul à... comment on va dire, à détenir l'ensemble des contrats de travail des intermittents du spectacle. Puisque... Voilà, personne ne vous échappe. Personne, sauf défaillance de l'employeur. Voilà, voilà. Mais et encore, vous avez un système de recoupage. Soit l'employeur, parce que s'il ne déclare pas, il peut y avoir quand même et les salariés, qui se manifeste, qui dit voilà. Et quand je vais les payer de certains employeurs, ils vont dire mais il m'en manque. Et moi, je me retourne vers l'employeur pour récupérer la déclaration nominative pour faire un paiement complémentaire. Donc pour moi... Allez-y, pardon. Non. Donc on peut considérer, oui, que vous connaissez bien et donc le périmètre des personnes qui sont salariées sous cette forme du CDDU, c'est de 150 000 personnes. C'est plus, puisque 150 000, c'est globalement ceux que je paye. Il y a ceux que je ne paye pas, les 6% restants. Voilà, mais voilà, c'est ce que je disais. Non, c'est intéressant ça. Ça nous fait une... et donc vous avez les statistiques. Donc comme vous faites ça tous les ans, vous avez les statistiques en gros de l'évolution de ces... Je peux me lever. Oui, on n'est pas au palais de justice. C'est les statistiques que nous produisons tous les ans. Ok. Et là, on vous entend plus par contre, il faut retourner. Donc... Ah, c'est du spectacle. Hein. Oui. Il manque le metteur en scène. Ben, j'essaye, mais on ne peut pas faire tous les rôles. Donc, ces statistiques, nous les produisons tous les ans. Vous avez par sexe, par âge, par répartition géographique. Vous avez aussi la courbe avec les activités. D'accord. Les documents que j'ai transmis dans le deuxième envoi, dont les statistiques, sont ceux qui sont remis lors de l'Assemblée générale de l'association. Donc c'est tout parfaitement public et c'est en ligne sur notre site. Donc il n'y a pas de... Alors, quels seraient vos arguments pour dire que... Parce que c'est très intéressant, votre dispositif, là, qui date d'avant-guerre, qui nous apporte des éclairages... nouveau aussi. Notre sujet, c'est de les mettre en rapport. Mais qu'est-ce qui vous semble justifier pleinement le maintien de la caisse? Bon, au-delà de... ça fonctionne bien, mais ça nous fait un régime un peu spécifique. Enfin, non, pas un peu, carrément spécifique. C'est un régime spécifique. Je pense qu'avec l'indemnisation chômage, la caisse des congés spectacles et indemnisation chômage sont les deux caractéristiques de l'intermittence par rapport au monde des contrats à durée déterminée.
Je veux insister sur le fait que le système des congés de spectacle est calqué sur le droit commun, alors que le régime dérogatoire, c'est le régime des contrats de travail à durée déterminée tel qu'il est pratiqué actuellement. Juste une phrase. Actuellement, le contrat de travail à durée déterminée, intérimaire ou CDD, ils sont dans 90% de l'économie française, ils perçoivent leur indemnité de congé payé au terme du contrat de travail. Ça, c'est le régime dérogatoire. Le régime commun du congé payé, pour tous les salariés en CDI, pour tous les essais, je travaille pendant 1 an, c'est une période de référence, et l'année suivante, je bénéficie de jours de congé. Alors, oui, c'était la question qui me restait. Et vous, c'est pareil. Hein. Et nous, c'est pareil. Le système est à N+1. Le système est à N+1. C'est pour ça que vous êtes en fin avril, en fait. C'est pour ça qu'on paye à partir d'avril de l'année suivante. Vous êtes sur le même rythme que le droit commun. Que le droit commun. La plupart. Le système des congés payés des intermittents est calqué sur le droit commun. La seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit un congé en temps, c'est un congé en argent. Monétisé. Donc, le droit commun, c'est nous, même, et ce n'est pas le fait de payer une indemnité. Vous m'expliquez que c'est les autres qui sont spécifiques. Que vous, exactement. C'est une forme d'adaptation. Vous avez compris bien la subtilité de l'argument. Merci. Alors, et les autres arguments sont les suivants. Je reverse à l'intermittent non pas 10% comme les contrats à durée déterminée, je lui reverse 11,11% puisque je lui donne ce congé sur congé. Pardon ? Quand il sort finalement ? Non, je lui paye l'intermittent, je lui paye un congé. L'année suivante, dans le total des indemnités, je reprends ce que je lui ai versé au titre des congés. Et c'est encore une fois, c'est calqué sur le droit commun. Je travaille, j'ai droit à des congés. Mais pendant que je suis en congé, mon employeur continue de me payer, donc mes congés de l'année N me serviront aussi à mes droits N+1 plus N+2. C'est le même argument, et c'est non pas 10% comme pour un CDD ailleurs, c'est 11,11%. C'est un argument. L'autre argument, c'est de dire que nous avons des intermittents, et ça je pense que ça vous a été largement expliqué, qui sont dans un monde précaire et qu'il y a un rapport de force qui est défavorable aux salariés dans la mesure où la pratique fait qu'actuellement, le salarié va négocier son salaire brut. Et l'employeur, dans ses charges, va payer 15,20 au congé. Perdant parfois à l'esprit que dans les 15,20, il y a 10% il y a 11,11 qui sont en fait reversés à l'employeur. Et on se dit que si on supprimait les caisses et que le paiement direct soit de 10% au terme du contrat de travail, le salarié, dans la négociation avec son employeur, perdrait ce congé sur congé. Sauf si l'employeur lui offre le salaire minimum de la convention collective, auquel cas l'application du congé viendrait se rajouter. Et c'est là que c'est l'un des points auxquels je voulais en arriver, parce que pour contrer cet argument, on a fait des statistiques à partir d'un certain nombre de professions représentatives du secteur, et 88% des intermittents du spectacle ont une rémunération qui est supérieure au minimum des conventions collectives. Ce qui veut dire qu'en cas de négociation avec leur employeur, ils perdraient, vous l'avez dans le document que j'ai transmis initialement, ils perdraient, à mon sens, ce congé sur congé, et même le congé tout court, puisqu'il serait à ce moment-là intégré à la rémunération brute. Oui, parce que normalement 100% devrait avoir une rémunération supérieure à la rémunération minimum de la convention collective. Non, je dis que 12% ont le minimum des conventions collectives et que 88% sont au-dessus de la convention collective, des conventions collectives. Et mon propos est de dire que dans la négociation, le congé payé actuel de 11,11 qui passe en charge, et bien cette fois-ci, dans la négociation, serait compris
dans la négociation globale, puisqu'il n'y aurait plus qu'un seul brut, et ce serait au détriment de l'intermittent. Mais je pense que les organisations syndicales ont été beaucoup plus efficaces pour vous l'expliquer. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, dans la vie de la Caisse, il y a quand même quelque chose de très particulier. Nous sommes une association totalement patronale et c'est les organisations syndicales qui sont les plus attachées à la défense du système. C'est bien parce que la Caisse a ce caractère social et ce caractère protecteur. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important que j'aurais pu mentionner en propos liminaire. La Caisse a un objet social. Et c'est vraiment ce qui définit sa nature. On pourrait le dire dans d'autres termes qu'on n'utilise pas souvent. C'est la définition même du salaire différé, d'un certain point de vue. C'est du congé. Donc c'est forcément du salaire différé. Dans le droit commun, quand j'ai mes congés l'année d'après, c'est ça. Et le dernier argument que je voudrais développer, c'est de prétendre que la Caisse permet effectivement la prise effective du congé payé, parce que je demande à l'intermittent, quand il me retourne sa demande pour être payé de son indemnité, de me donner une date de congé, et c'est cette date de congé qui va me permettre de lui donner suffisamment de temps à l'avance le versement de cette indemnité, partant du principe que cette date, c'est la date à laquelle il a besoin de cet argent pour son congé. Et ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place à partir de, 2007 et 2008, justement dans le prolongement du premier rapport de la Cour des comptes, pour bien montrer que la Caisse avait ce rôle permettant de prendre une prise effective du congé. Et non pas de verser une somme globale avec un solde de tout compte au terme du contrat de travail. Moi, ça me paraît très clair. En tout cas, je vous remercie pour la clarté de vos propos et de l'exposé et des réponses aux questions. Non, mesdames, vous n'avez pas de... La gouvernance. Ah, la gouvernance. Ah, la gouvernance. Il paraît qu'il y en a qui ont démissionné. Voilà, c'est ça. Alors vous savez que nous avions ce projet porté par les pouvoirs publics de regrouper la Caisse au sein du groupe Audience. Je vous épargne les détails. En octobre 2010, une première assemblée générale extraordinaire, puisque nous sommes une association, a refusé les modifications statutaires portées par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont revenus avec une deuxième mouture qui a été proposée au conseil d'administration de la Caisse. Nous nous sommes retrouvés avec un président profondément hostile à cette réforme, un conseil d'administration de guerre lasse qui était plutôt favorable, mais une assemblée générale qui restait favorable au président. Devant cette situation de blocage, en septembre dernier, la majorité des administrateurs ont démissionné. Un profond différend a opposé le président et le délégué général sur justement un nouvel audit de la Cour des comptes, ce qui a entraîné la majorité des administrateurs restants à démissionner pour soutenir le délégué général. Donc, tout le monde a démissionné. Tout le monde a démissionné, sauf un administrateur et le président. Je suis d'autant plus tranquille que le mandat du président est arrivé à terme le 31 décembre et que j'ai constaté une totale carence de président, de conseil d'administration, d'absence d'instance de gouvernance. J'ai donc, avec un avocat, fait requête devant le tribunal de grande instance de Paris et obtenu un administrateur provisoire qui se substitue au président, qui a pour mission de reprendre au terme des statuts les missions du président et de reconstituer par la voie des élections un nouveau conseil d'administration, ce que le président n'avait pas voulu faire entre la première démission des administrateurs, puisqu'à cette époque-là, le conseil d'administration n'était déjà plus viable, et la fin de l'année, le terme de son mandat. Donc, je peux vous assurer que d'un point de vue fonctionnel, la Caisse fonctionne et que d'un point de vue instance de gouvernance, nous avons un administrateur provisoire qui a repris les fonctions de président
d'un point de vue gouvernance. D'accord. Merci. Parce que je vais essayer d'aller voter quand même. Oui, mais je vous en prie. Ça ne devrait pas être le vote qui a fait que la motion entière est passée. Et